Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ils sont drôles de juristes. Alors, on a un exemplaire après les 12 phénomènes que nous avons pu rencontrer lors des rendez-vous des transformations du droit. Les spectateurs avaient dit il y a beaucoup de femmes, puisqu'elles étaient 11 sur les 12. Eh bien, on va vous proposer un petit peu des hommes. Alors, dans les hommes, là, j'ai trouvé un très drôle de juriste parce qu'il est parti, il nous regarde très certainement de Nouvelle-Calédonie, il est parti pour suivre son épouse, il a fait à une époque où c'était pas forcément très fréquentable, à la fois avocat et à la fois legal tech, et en plus, mais là vous allez dire que c'est ma signature, il est breton, P2M, bonjour, Pierre-Michel Motto. Bonjour Stéphane. Très heureux de vous accueillir. Alors maintenant vous êtes au soleil et à la plage peut-être? Eh bien bientôt, très bientôt, le mois prochain. Le mois prochain, vous vous installez à Nouméa donc? Donc non, pas à Nouméa, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Carrément. Une petite commune, oui. Donc, et alors bon, ça va être le dépaysement total, donc effectivement, comme vous le mentionniez, pour suivre mon épouse. Et puis j'ai commencé à me renseigner, et comme le droit est partout, évidemment, on trouve aussi des avocats là-bas, et il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire aussi. Alors, on va parler de Legal Pilote, parce que c'est une aventure importante, mais avant de se retrouver au milieu de l'écosystème lyonnais, avec une patronne que l'on va saluer tout à l'heure, il y avait un étudiant lycéen à Pontivy. Faut resituer un petit peu quand même dans le centre de la Bretagne, Pontivy. Oui, c'est vrai, je ne pensais pas qu'on allait partir de là, mais oui, et donc centre-Bretagne, et puis ensuite les études à Rennes. Études de droit généraliste, et puis un magistère franco-britannique, qui est un très bon, je crois qu'il y a beaucoup de... Oui, qui passe par Exeter pendant une année, où vous avez une véritable coloration internationale avec des jeunes très recherchés. C'est ça, donc très bon diplôme avec une ouverture sur l'international rapide. Et voilà, un peu d'exercice, l'école à Paris ensuite, le FB. Oui. Et puis une première expérience en... Pas tenté par Rennes en fait, tout de suite Paris, à l'époque il n'y avait pas encore du business comme il y en a aujourd'hui, où on pouvait faire des carrières en local plus importantes. C'était peut-être moins dynamique, ouais. Et puis un droit des affaires aussi, c'était un peu la voie royale. Voilà, chemin tout tracé, d'aller chercher des stages dans des beaux cabinets. Donc ça s'est fait assez naturellement à l'issue d'un parcours en droit des affaires. Et ensuite, premier job en VIE à l'étranger, dans cette logique de droit international qui est ma spécialité à la base. Alors, droit international ou la bougeotte, ou les deux? Les deux, c'est l'occasion de voyager un peu aussi, effectivement. Ouais. Et première expérience en Mongolie, en VIE, pendant 1 an et demi. Ouais, le chien jaune de Mongolie. Si personne n'a vu ce film, il faut aller le voir. Ça vous donnera une bonne idée de ce qu'est la Mongolie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un VIE en Mongolie et qu'on est juriste? C'était assez rigolo. En fait, j'ai bossé pour un cabinet français, des cabinets Audi & Partners, qui sont des anciens de GID et qui sont implantés en fait au Vietnam, qui est un très beau cabinet local et qui développait à l'époque des antennes dans d'autres pays d'Asie à fort potentiel, et pays plutôt émergents. Et en fait, je faisais la représentation du bureau local à Oulan-Bator. Donc le développement de l'activité, le traitement des dossiers, l'animation du réseau. Donc une expérience hyper enrichissante avec des collègues dans un cabinet majeur en Mongolie, donc des collègues qui étaient tous mongols aussi, avec donc une forte dimension interculturelle passionnante, et puis la nécessité d'apprendre en quelques semaines un droit très nouveau, mais qui ressemble à quoi en fait? Un civiliste comme le droit russe. Voilà, exactement. Il y a de l'héritage du droit russe, et ça a l'avantage d'être un droit récent, donc avec un corpus de texte qui est relativement simple à abordable, parce que il n'y a pas un volume extraordinaire, mais avec d'autres difficultés, avec les problèmes de traduction, les problèmes d'application de la loi, d'état de droit, l'aspect judiciaire était assez compliqué aussi à mettre en œuvre pour les investisseurs étrangers. Donc voilà, expérience passionnante. Et ça, c'est arrivé par hasard, ou vous disiez oui, je voudrais un VIE à New York, et puis comme pas New York, pas quand même Luxembourg, faut pas déconner, et j'ai pris ce qui restait sur la liste et personne voulait y aller? C'est arrivé en fait complètement par hasard. Avec ma femme, on a l'habitude de dire le plan, c'est pas de plan. D'accord. Donc on est ouvert aux opportunités, et non, c'est simplement comme certains, à la fin du cursus de droit qui est quand même long, qui est très sélectif, qui est exigeant, qui est un investissement quand même sur plusieurs années avec beaucoup d'efforts. À la fin du stage final, je me suis dit, je ne sais pas si j'ai envie tout de suite d'aller à l'usine. Avec une
collab qui va être assez dur a priori. Les premières collabs sont quand même... Il y a un fort niveau d'exigence dans les cabinets internationaux. Donc voilà, je cherchais quelque chose d'un peu différent sans chercher une rupture totale. Et c'est vrai que le VIE à l'étranger avait ça de belle solution. Tout en étant une sorte de continuité quand même. Mais alors du coup, retour d'Oulan-Bator, ça doit être un peu dur, même si votre épouse vous accompagnait. Ouais, un peu compliqué. Il a fallu faire du lien ensuite dans l'exercice de la profession. Donc j'ai cherché plutôt un cabinet déjà qui avait un rapport avec, qui international, me permet, de faire de l'international et idéalement avec des dossiers en Asie. Ce que j'ai trouvé dans une certaine mesure, donc ça a permis de faire une certaine continuité. Mais très honnêtement, en plus, moi revenant à Lyon, c'était compliqué de trouver un cabinet qui faisait suffisamment. Lyon, parce que votre épouse est Toubib, je crois, et du coup, c'était Lyon qui l'attirait ou qui la demandait. Oui. Donc oui, finalement, un petit peu dur de faire du lien. Mais bon, c'est une expérience, je pense que ce que j'en retire, c'est surtout la sensation qu'on peut faire énormément de choses différentes avec le droit et qu'on peut apprendre sur le tas, qu'on peut aussi faire, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais les aspects annexes du droit, donc le business développement, le réseau, pas que... je crois qu'on va en parler parce que vous êtes tombé un peu après dedans. Il y a une chose qui est intéressante en fait, c'est le fait que souvent on se sent angoissé et lié à la juridiction. En fait, déjà si on prend toutes les juridictions de droit romano-germanique, il y en a pas mal à travers le monde, et finalement le ticket d'entrée est assez facile, même s'il demande du travail. Oui, et puis sans prétention, je pense qu'on a quand même vraiment une bonne formation initiale en France, et que même pour avoir fait un LLM aussi et une certaine appréhension du droit anglo-saxon, les structures de raisonnement qu'on a, les méthodes qu'on a, le fameux syllogisme, nous permettent vraiment. On a plein d'exemples d'avocats qui passent le barreau de New York sans trop de difficultés. Je trouve qu'on est bien armé avec la formation initiale pour s'adapter à des contextes très très différents. Alors ce cabinet à Lyon, c'est Mags, les avocats. Effectivement. Un cabinet un peu bizarre quand on ne connaît pas dans le milieu lyonnais. À l'époque, comment vous tombez sur ce sont les locaux, ils étaient déjà architecturalement réussis. Effectivement. Alors, j'avais fait une première collaboration dans un autre cabinet lyonnais. Et en fait, à ce moment-là, à l'issue de cette collaboration-là, je cherchais quelque chose de plus... en fait, c'était 2016-2017. C'était vraiment moi, dans ma tête, c'est un peu un tournant aussi dans la profession. Il y a eu les décrets Macron. On commençait déjà à parler, alors pas d'IA à l'époque, mais des premières legal tech qui commençaient à émerger et faire beaucoup parler d'elles. Il y avait même en région des exercices combinés entre des avocats, des gens des chiffres. C'était le tout début. Oui. Et donc ça s'est fait, en fait c'est une rencontre qui s'est faite sur un espèce de flou artistique sur une annonce où donc Marie-Alice Godossorine, la fondatrice... Ah, on a dit le nom, Marie-Alice, si tu nous entends, bonjour Marie-Alice, on t'aime. Et Marie-Alice qui cherchait à développer un projet Legal Tech, cherchait plutôt un profil juridique, mais avec énormément de compétences annexes, ce qui à l'époque n'était pas forcément très bien identifié. C'est fameux soft skills. Et donc ça s'est fait comme ça, et c'était une vraie rencontre. On s'est quand même un peu trouvé, je pense, professionnellement. Et est assez solaire. Ouais. Et donc l'aventure est partie de là. Donc j'ai d'abord rejoint Marie-Alice en qualité de collaborateur au sein de son cabinet, qui est un cabinet en capital investissement, donc hyper intéressant comme exercice, très dynamique, beaucoup de clients jeunes, start-up, dans l'innovation, avec des modes de financement assez pointus, assez innovants aussi. Et un modèle en fait qui exigeait une productivité qui fait que le digital est venu naturellement chez elle. C'est-à-dire par rapport à d'autres confrères qui étaient un petit peu sur la réserve, elle s'est vraiment jetée dedans finalement pour sauver la rentabilité de son cabinet, on peut dire ça? Oui, il y a vraiment une réflexion comme ça, c'est-à-dire que du fait de sa clientèle, il y avait la nécessité d'être très attractif sur les petits clients, les clients jeunes, mais à fort potentiel. Et par définition, le parcours d'une start-up, c'est souvent ça démarre avec très peu de moyens. Mais si on est capable de se positionner en tant qu'avocat au début, c'est la meilleure chance qu'on peut avoir d'accompagner dans la durée la boîte, quoi. Mais la difficulté, nous, c'est un peu l'exemple tarte à la crème, mais déjà se positionner sur une constitution de société entre 500 et 1000 euros à l'époque, techniquement, pour être rentable en tant que cabinet d'avocat. Oui, pour passer, même en province. C'est pas évident, surtout quand on veut faire du bon boulot et pas juste des modèles standards. Donc voilà, il y avait une vraie réflexion là-dessus, et les legal tech non avocates à l'époque étaient une source d'inspiration aussi pour nous, notamment dans la façon dont elles communiquaient, la façon de rendre accessible le droit, et pas que en termes de tarifs, mais aussi en termes de lisibilité. Qui est-ce que vous regardiez à l'époque, parce que c'est un peu l'époque des pionniers,
Et j'espère qu'ils sont encore vivants, par contre. Nous on regardait beaucoup Captain Contrat, Legal Start, Legal Place, qui sont devenus des belles startups qui sont rentables, qui ont trouvé leur positionnement à côté des avocats, ce qui est intéressant. À l'époque, il y avait beaucoup d'antagonisme aussi, notamment chez les avocats. Il y avait vraiment un discours d'opposer cet exercice non réglementé au périmètre d'exclusivité des avocats. Les braconniers du droit. Voilà, c'était la fameuse expression. On a été traités de braconniers, mais on pouvait en parler à Lyon. Puisqu'il y a récemment des confrères qui m'ont rappelé un exercice où je crois que j'étais avec Marie-Alice où il y a 6 ou 7 ans on parlait de digital et de droit au sein de la faculté de Lyon, c'est conservatrice mais qui nous avait ouvert ses portes avec les gens de l'AFJE. Oui, à l'époque aussi, en 2017, j'étais assez actif dans le développement avec d'autres confrères de l'incubateur au sein du barreau de Lyon, sur l'exemple un peu de celui de Paris qui avait été créé en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était une façon aussi pour nous de porter une vision prospective et positive aussi de l'innovation et pas que répressive au sein de l'ordre. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, je pense, à Lyon de trouver un ordre qui était réceptif, les bâtonniers successifs. Oui, parce que vos bâtonniers, en fait, étaient assez rock'n'roll, innovants. Je crois qu'il y a le Credo qui a été mis en place, aussi un centre de recherche avec un bâtonnier assez rock'n'roll qui croyait beaucoup au digital et à la concurrence pour les avocats. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attendait du barreau de Lyon. Effectivement, mais moi j'adore ce barreau. Je trouve que c'est vraiment la bonne taille aussi. C'est un grand barreau à l'échelle des régions. Oui, à la fois tout le monde se connaît et à la fois on est libre. Et à la fois on a quand même un barreau dynamique. C'est le deuxième barreau d'affaires de France. Bien sûr. Et on a du coup des moyens, de l'intérêt, le moyen de faire des choses et de porter une voix aussi qui est entendue, quoi. Donc. Alors, développement de cette Legal Tech, Legal Pilot, on va la nommer. Au départ, donc, de l'accompagnement à la création des entreprises, de la génération, lorsque l'on crée des entreprises avec des contrats de financement, un petit peu d'intelligence artificielle, même si vous ne l'avouez pas, mais en fait, vous avez été parmi les premiers avec Hyperlex à manier tout ça. C'était facile à faire à l'époque. Alors, je vais pas dire à vendre, ça c'est peut-être un secret, mais déjà à concevoir, trouver les devs, arriver à bosser avec eux. Alors non, c'était pas évidemment facile. Enfin, c'est tout l'intérêt et l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais ouais, comme vous l'avez résumé, donc c'est parti un peu de quelque chose qui était dans le prolongement de notre exercice professionnel. On cherchait une solution technologique pour améliorer notre rentabilité, améliorer notre communication, changer aussi un peu notre rapport aux clients, amener plus d'outils aussi aux clients, parce qu'on avait des clients qui étaient demandeurs de ça. Donc les premières expérimentations, elles se sont faites comme ça, sur des dossiers de création de société, de financement. Et en fait, donc au début, on a externalisé les développements. D'accord. Et assez rapidement, on s'est rendu compte des limites. Et on a commencé à recruter. Et c'est à ce moment-là en se projetant sur le business plan, on s'est dit, ok, là, on se lance dans un truc qui nécessite en fait qu'on trouve un vrai business model au-delà du cabinet. Et c'est à ce moment-là où on a vraiment mué en éditeur juridique. Donc on a créé une société distincte qui, pour le coup, n'est pas une société d'exercice de la profession, qui est une société commerciale classique. Et là, donc, on a levé des fonds, on a recruté des développeurs et on a trouvé un positionnement vraiment en tant que vendeur de solutions technologiques avec de l'accompagnement très teinté métier, puisque chez Legal Pilot, on est encore 2/3 de juristes. Donc c'est une carte qu'on continue à jouer de manière très forte. Oui, je crois que c'est une signature qui est importante. C'est que vraiment, vous, le customer success, vous le mettez dès l'avant-vente. Alors on va traduire, c'est-à-dire l'utilisation du produit et vous en assurer pour être sûr que le renouvellement de licence sera fait. En fait, c'est une préoccupation dès le début, dès les premières discussions avec vos clients. Oui, complètement. C'est très bien résumé. En fait, alors pour ceux qui connaissent un peu le monde du SaaS, du Software as a Service, le nerf de la guerre, c'est trouver des clients et garder les clients, ce qu'on appelle le churn, la rétention. Ouais. Et une des clés de cette rétention, c'est donc dans le barbarisme, c'est le Customer Success Management. Donc c'est le fait d'avoir des équipes dédiées pour accompagner le client, l'aider à faire le meilleur usage possible de la solution, créer de la valeur et, in fine, garder le client dans la durée. Et oui, parce que les taux d'usage, il y a des enquêtes qui sont faites sous le manteau, 20%, quelquefois on est content. Ce qui est quand même un peu aberrant, alors même si une suite Microsoft, on en utilise 10%. Oui.
Oui, non, mais tout à fait, d'autant plus qu'il y a eu quand même beaucoup de solutions qui ont émergé dans les legal tech. Je pense que les professionnels du droit ont été beaucoup sollicités, parfois avec des recoupements sur certaines solutions qui font parfois les mêmes choses. Donc nous, en tant que vendeurs, on a vraiment tout intérêt à ce que le client utilise à son plein potentiel la solution. Et nous, dans notre domaine, ça passe par une approche très métier, donc être autour de la table avec le client, discuter de ses problématiques, et au-delà de la simple automatisation de documents, comprendre son contexte métier, son contexte business, et créer un maximum de valeur chez lui. Et en plus, pour les juristes, je pense, chez nous, les juristes chez Legal Pilote, c'est ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'en fait, on garde un pied fort dans la profession, sans être dans le détail de chaque dossier avec le client. On va quand même comprendre la mécanique des dossiers, la typologie de sa clientèle, même les logiques de rentabilité qui sont, moi à titre personnel, c'est là que je trouve beaucoup d'intérêt aussi. Pas de regret du coup d'avoir exercé la profession de manière un petit peu plus classique, dans votre spécialité, faire du M&A, briller dans les journaux sur les opérations à succès avec des banquiers et des private equity? Disons que la vie est faite de plein d'opportunités qu'on ne peut pas toujours toutes saisir en même temps. Effectivement, moi, quand je me projetais en tant qu'étudiant dans la carrière, j'imaginais plutôt une carrière effectivement M&A classique. Et ce que j'ai trouvé par contre dans la legal tech, c'est aussi beaucoup... je pense que je le résumerais par la créativité. C'est ce qui m'a peut-être manqué un peu dans le métier parfois. C'est le fait de pouvoir vraiment sortir du cadre et s'exprimer à travers son travail, être créatif à travers son travail. Et ça, en legal tech, par définition, on est une petite boîte, il faut faire beaucoup de choses. Donc il y a de la place pour les initiatives individuelles. Si on ne sait pas faire, on apprend sur le tas. On est nombreux dans la boîte à avoir appris à coder, après à faire du design, du project management. Et c'est vrai que quand on est juriste mais qu'on ne s'est pas rêvé technicien toute sa vie, c'est intéressant de voir d'autres volets comme ça professionnels. Et puis vous étiez un peu pionnier, alors vous êtes jeune mais vous êtes parmi les vieux de l'aventure. Oui, si on veut, oui. Oui, Legal Pilote, on a créé la structure en 2017, donc sans être les premiers, en tout cas je pense qu'on était dans cette fenêtre où il y a eu beaucoup de créations par les avocats. C'était l'époque de la création d'Avotech aussi, donc il y a vraiment une dynamique à ce moment-là autour des décrets Macron, notamment en 2017. Et j'ai la prétention de dire qu'on fait partie des boîtes qui sont toujours là, donc qui ont passé la vague. Oui, puis vous êtes dans France Digital, vous êtes, désolé de vous dire, établi. C'est ça. Avec une base de clients plutôt sympa, des grands groupes, des ETI, la volonté de servir tout le monde, donc d'offrir des solutions autour du contrat, que le contrat, ou il y a des choses qui devraient évoluer? Alors, ça fait partie des questionnements continus qu'on a, c'est de bien de trouver les bons segments qu'on appelle chez nous. Donc nous, on a toujours essayé de parler à la fois aux avocats et aux entreprises, ce qui n'est pas forcément évident parce que les besoins ne sont pas toujours les mêmes, mais in fine, on a toujours une notoriété qui est restée assez importante sur le segment avocat, donc on a continué à cultiver un minimum, mais ce qu'on se dit fondamentalement, c'est que nous, on va servir l'intérêt du business, in fine, l'intérêt des clients finaux. Les clients finaux, c'est les entreprises, et on peut les servir indirectement à travers les avocats. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette base de clients qui est finalement très variée. Ça peut être aussi bien des avocats qui cherchent à vraiment automatiser une typologie de dossiers donnés, et on a plein d'exemples extrêmement variés. Donc on pense souvent au corporate, mais on a accompagné récemment un client par exemple qui faisait de la fiducie sûreté et qui a un volume de fiducie sûreté suffisant pour mettre en œuvre une automatisation. Et voilà, des dossiers extrêmement variés. Et en entreprise, effectivement, on accompagne des PME, des ETI, certains grands groupes aussi. Donc... Vous avez signé un accord avec Price aussi, je crois. Oui, tout à fait. C'est un de nos clients historiques maintenant. On travaille avec eux depuis 4 ans. Donc Price, c'est vraiment un déploiement de grande envergure. Donc vraiment, c'est un succès important, je pense, quand même pour nous, puisqu'on a déployé sur l'ensemble du cabinet. Il y a des centaines d'avocats utilisateurs. Il y a une quarantaine d'experts qui sont en capacité de modéliser. Qui sont formés, qui modélisent. Qui peuvent automatiser des actes. Et du coup, c'est un client qu'on suit de près parce qu'il nous donne aussi des nouveaux cas d'usage auxquels nous, on n'a pas forcément pensé à la base sur des typologies de dossiers hyper variées. En fait. Genre rédiger des déclarations fiscales? Par exemple, dans la fiscalité. Automatiser. Dans la TVA, des grilles d'analyse, des rapports d'audit, du corporate plus classique aussi, du social. Il y a beaucoup de choses qui s'y prêtent et effectivement ce client aussi a la chance d'être par définition un client qui a du volume, donc qui justifie qu'on
qu'on puisse réfléchir à des cas d'usage un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Alors que l'on tourne, les résultats des écrits du CRFPA sont tombés. Il y en a qui se désespèrent parce qu'ils n'auront pas eu les écrits. Il y en a qui ont les oraux qui ne les auront pas jusqu'au bout. Quel conseil vous donneriez à des jeunes? Parce que quand on vous écoute, alors on peut être avocat et tech et legal tech et épanoui, mais finalement, si vous n'aviez pas été avocat, vous seriez aussi éclaté? Oui, je pense. Ce que j'ai trouvé moi dans la profession d'intéressant, c'est que c'est finalement une profession qui est extrêmement plurielle et extrêmement multiple. Même si on a une spécialité à la base, les exemples sont légion d'avocats qui exercent dans un champ complètement différent de leur spécialité. Et bon, cette richesse, on peut aussi évidemment la trouver à l'extérieur de la profession. Dans le cadre de Legal Pilot, notamment, on a rencontré beaucoup de juristes extrêmement inspirants. J'encourage notamment des juristes d'entreprise. Des juristes d'entreprise, ouais. J'encourage nos auditeurs aussi qui ne connaîtraient pas le format à regarder. On a fait un format qui s'appelle Pole Position, où on interviewe beaucoup de juristes avec des parcours aussi intéressants, beaucoup de juristes. Ça peut être assez rock'n'roll, je crois. Effectivement, on y a participé aussi ensemble. Et c'est un très bon souvenir. On n'a jamais bu les bouteilles, pour rassurer, hélas, mais on espère retourner les boire. Oui, entreprise ou cabinet, finalement, une Legal Tech, c'est une entreprise un peu comme un cabinet. C'est peut-être la bonne mixture ou est-ce qu'il faut aller aussi en entreprise, aller aussi en cabinet? Moi, personnellement, la Legal Tech, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement, on a beau se dire en tant qu'avocat qu'on est des entrepreneurs, qu'on est des chefs d'entreprise, il n'empêche qu'on intervient dans un contexte économique qui est quand même très cadré. On est une profession libérale, normalement. Donc, même si on est nombreux, ça ressemble à une entreprise, mais le statut est libéral. C'est ça. Mais c'est vrai alors que ce soit juriste d'entreprise ou juriste en Legal Tech, on va trouver quelque chose qui dépasse quand même assez largement le cadre de l'exercice libéral. Je pense notamment à l'exemple de la communication ou du business développement qui sont quand même très cadrés en cabinet. Ou en tout cas, les gens ont des réflexes, quoi, ou des peurs. Ou ils n'ont pas lu les textes. Oui. Et c'est vrai qu'en Legal Tech, on a cet exercice beaucoup plus ouvert. Je sais pas, moi, dans mon quotidien, j'ai eu l'occasion aussi de faire beaucoup plus de finance, par exemple, de manier plus de chiffres, du management d'équipe aussi. Donc c'est vrai que l'expérience en entreprise, pour ça, est super enrichissante, quoi. Il y a moins de silos que dans les cabinets qui sont souvent un petit peu alignés sur la spécialité. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance chez De Gaulle de ne pas avoir de service line et d'avoir un compte de résultats et juste des projets des clients. Et après, on voit et on assemble les spécialités et les uns les autres peuvent évoluer. Mais dans une majorité de cabinets, quand même, c'est un petit peu silo. Et dans les entreprises aussi, parfois, mais pas les petites. Je pense qu'in fine, l'exemple que vous prenez est très bon. C'est une question de culture d'entreprise, en fait. Les silos, malgré la taille, peuvent arriver très vite. Nous, on a été confrontés chez Legal Pilot, on est au plus nombreux, on a été une vingtaine. Et en fait, l'organisation en silo arrive plus vite qu'on ne le croit. Et même si on a la volonté de ne pas cloisonner. Donc c'est une vraie... je pense que ça passe vraiment par la culture d'entreprise et par une organisation. Il faut tout le temps chercher à créer de la transversalité, de la communication entre les équipes, faire comprendre à chacun la position des autres dans l'entreprise, qui fait quoi, et créer des opportunités de collaboration, parce que si on reste passif par rapport à ces sujets-là, les silos se mettent en place naturellement, en fait. C'est ce qu'on appelle le management, qui n'est pas enseigné à la fac de droit. C'est un élément un peu handicapant, vous qui êtes un pur juriste, et même si l'expérience internationale vous a appris des choses, et j'imagine la Mongolie peut-être autant qu'une école de commerce, et en plus vous étiez payé pour... ce sont des choses, vous êtes retourné à l'école ou vous vous êtes dit faudrait que j'y retourne? Oui, je pense qu'on mériterait d'avoir une diversification des sujets à ce niveau-là. Moi, à titre personnel, j'ai eu la chance aussi de bénéficier dans le cadre de Legal Pilot de parcours d'incubation, donc avec l'incubateur à Lyon et puis aussi avec l'EM Lyon. On a eu un parcours donc à ce niveau-là qui était un bon complément et très 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 utile et qui fait réaliser aussi tout ce qu'on peut trouver dans des formations comme ça qui sont autres. Donc apprendre à faire un business plan, apprendre le b.a.-ba du management, du feedback, piloter un dev, tout ça ce sont des choses que vous avez pu apprendre.
Oui, voilà, donc sur le tas, par des formations, et puis en faisant beaucoup de veille et en étant très ouvert. Et effectivement, le challenge, notamment en termes de management, moi, que j'ai pu trouver, c'est que quand on travaille avec d'autres juristes ou d'autres avocats, on se ressemble tous un petit peu à un certain niveau. On a les mêmes niveaux d'attente et les mêmes réflexes par rapport au cadre professionnel, même s'il y a évidemment des différences. Mais c'est vrai que dès lors qu'on va travailler avec des métiers complètement différents, qui ont un rapport différent aussi au travail, et au droit, et au droit, a fortiori, on peut avoir du mal à se comprendre. Donc il faut aussi le management, c'est un vrai métier en soi. C'est pas juste parler à son collab une fois par semaine. C'est voilà, quand on est dans des entreprises comme ça avec plusieurs métiers, il faut vraiment professionnaliser cette fonction assez rapidement. Et ça, est-ce que c'est aller jusqu'à un enseignement qui est adapté aux juristes? C'est vrai que donner un feedback à un collaborateur dans une entreprise avec un lien hiérarchique, ça se fait. Donner un feedback à un collaborateur qui est une profession libérale, même si dans les faits il y a un petit peu de lien de hiérarchie ou en tout cas de la fascination, ça devrait être adapté quand même, ces enseignements. Oui, alors on a l'occasion d'en discuter auparavant ensemble déjà. La question est complexe parce que on est à la fois quand même dans un monde où la norme enfle, le droit devient de plus en plus dense, de plus en plus technique. Il y a des matières entières nouvelles qui se créent. On peut parler du RGPD il y a quelques années, tout ce qui va être de plus en plus maintenant dans la compliance, dans le droit de l'environnement. Il y a plein de matières qui sont très dynamiques. Et à côté de ça, donc, il y a des injonctions qui sont quand même assez contradictoires. Il faut qu'on soit un bon juriste généraliste, il faut être un technicien spécialiste, et puis à côté de ça, il faudrait aussi avoir toutes les soft skills, toutes les compétences annexes. Donc c'est compliqué. Sur homme, sur femme. C'est ça, ça paraît un peu compliqué. Moi, je pense à titre personnel que ces enseignements-là peuvent pas faire de mal. Je pense, notamment, on avait eu l'occasion d'échanger avec Romain Hasbrook à ce sujet-là. Le format qu'il a mis en place à l'EFB est, moi, je pense, assez pertinent. Oui, le lab. Le lab, donc plutôt en fin de cursus. Bon, il faut réussir à faire de la place pour tout, mais certainement, je pense que ce type de sujet a sa place dans la formation initiale, c'est sûr. Alors, le télétravail a fait des progrès, mais vous allez continuer, du coup, de Nouvelle-Calédonie, de télétravailler avec l'avantage ou l'inconvénient du décalage horaire, ou est-ce que c'est aussi une nouvelle vie, ou est-ce que les deux, mon général? Eh ben, sans doute un peu les deux, mon général, mais bon, l'idée pour moi, c'est voilà, partir un peu sur un nouveau projet aussi. Donc Nouvelle-Calédonie, j'ai commencé à contacter des confrères un peu là-bas, à regarder comment s'organiser. C'est un marché assez dynamique, en fait. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un petit marché, mais effectivement, qui a l'air assez dynamique. Il y a pas mal de confrères à qui j'ai échangé là-bas qui trouvent l'exercice passionnant. Donc on verra, ce sera peut-être une façon aussi pour moi de revenir à un exercice plus généraliste, peut-être avec une touche de contentieux aussi, ce qui pour moi est aussi une façon d'exercer pleinement la profession, au-delà de la dimension conseil. Et puis aussi, pourquoi pas dans une logique d'accès au droit, il y a des vraies problématiques là-bas d'accès au droit, d'intelligibilité du droit, et aussi peut-être d'enseignement, on verra. Oui, on a oublié cette partie-là que vous n'avez pas mis en avant, mais vous êtes un passionné d'enseignement, je crois. Oui, j'ai eu l'occasion d'en faire un petit peu dans les domaines auxquels je touchais, donc notamment l'innovation, le numérique. Donc, d'ailleurs, à Lyon, on a fait des choses ensemble, oui. Aussi, donc ça, en intervenant dans le DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech de Paris 2. Vous avez développé aussi un programme pour la Cato, je crois, un système de séminaire qui peut se répliquer dans d'autres formations. Donc n'hésitez pas à appeler Legal Pilote, on va faire un peu de promo. Quand vous avez vu, on dit toujours ces jeunes natifs numériques, 3 petits points, ces vieux qui comprennent rien. La réalité est un peu différente au contact des étudiants, je crois. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on parle entre avocats. Voilà, oui, je vais recruter un jeune, il sait. Voilà, il y a un peu ce raccourci qui est fait là. Et de mon appréhension, je pense que c'est un raccourci qu'il faut peut-être éviter de faire parce qu'il y a quand même une marge importante entre scroller sur Instagram et savoir faire des croisées dynamiques sur Excel, quoi. Ouais. C'est pas le même jeu de compétences. Donc oui, il y a une génération qui suit, qui
qui a un rapport avec le numérique beaucoup plus instinctif que les générations précédentes. Mais ça ne veut pas dire que cette culture numérique, elle est complète et elle se traduit en compétences professionnelles qui sont actionnables directement. Notamment, il y a un raccourci qu'on fait souvent entre jeunes et communication. On se dit, un jeune, il va savoir communiquer sur les réseaux. Donc, ça peut être vrai, mais au final, non, je pense qu'il ne faut pas faire trop de raccourcis quand même. Depuis que je vous connais, vous êtes hyper enthousiaste. Il y a quand même des choses que vous pouvez recommander aux gens pour que ça se passe bien et qu'ils aient le même enthousiasme que vous. Moi, je pense que je dirais probablement se faire confiance. C'est pas toujours simple. On est, en tant que juriste, on a le doute dans le sang, puisqu'on est habitué à raisonner comme ça. Mais assez bêtement, je dirais, les confiances et les rencontres. Rencontrer d'autres juristes, rencontrer d'autres professionnels. Il y a eu d'autres Marie-Alice ? Oui, complètement. Je pense que je pourrais citer probablement tous mes patrons, tous mes premiers patrons. Ouais. Plus récemment, je citerai aussi beaucoup des amis de la fac qui, voilà, moi ça fait une dizaine d'années que j'exerce, donc il y a des amis qui sont installés, qui sont associés, et c'est des belles réussites qui sont inspirantes. J'ai un ami qui s'est installé deux amis qui sont installés à moins de 30 ans. Donc ça veut dire on observe beaucoup d'installations ces derniers temps. Oui. Donc moi je trouve ça hyper inspirant. Donc beaucoup mes proches, je dirais principalement les gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler tout simplement. Écoutez, avec un programme comme ça, je suis sûr que vous allez irriguer d'enthousiasme la Nouvelle-Calédonie, de digital et de droit, très certainement, d'accès au droit. Vous serez toujours un petit peu dans nos cœurs. Essayez de revenir au rendez-vous des transformations du droit avec un stand Nouvelle-Calédonie. Ouais. On viendra vous aider. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps avant de sauter dans votre avion. Et donc, on vous retrouve. Si vous passez en Nouvelle-Calédonie, on vous envoie un petit mot, c'est ça, et on est invité. Avec plaisir. Vous êtes invité. À 24 heures de vol, on prend pas de risque, c'est ça. Ok. Pierre-Michel, un grand merci, et un grand merci au passage à Marie-Alice de vous avoir découvert et d'avoir conservé ce talent qui est le vôtre et de rester attaché. On vous dit à très vite pour d'autres aventures et d'autres profils de drôles de juristes. Et on remercie Open Law, le droit ouvert, et l'Exbase, grâce auquel ce programme peut être coproduit, et puis à nos amis de Gaulle Florence qui me laissent un petit peu de temps pour venir l'animer. Merci Stéphane. Merci à vous.